Mais je dis souvent que je suis un peu fou. Tu es tout seul en France. Bon, il a de la chance, il sait. Prenons l'exemple du foot. Non, mais ça, c'est très important. Oui, et c'est oui, presque ce que tu dis. Ah, je vais partir à Dubaï. Deux jeunes. C'est cette intuition-là, c'est ce qui te pousse à dépasser certaines limites. À l'époque, tu n'avais pas Skype, tu n'avais pas WhatsApp, etc. Ouais. On ne crée pas une entreprise pour en faire et je pars à Londres. Alors, Inside, donc, la vie a une fin. Aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nirine Radzona. Nirine, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Axel. Alors, petit disclaimer, on avait déjà fait un premier tournage et bon, de notre côté, on a eu un gros souci technique. Du coup, c'est la seconde prise. Donc vraiment, toute l'équipe remercie Nirine d'avoir pris le temps de repasser en studio du coup pour cet épisode-là qui me tenait beaucoup à cœur parce que dans le premier épisode, je me rappelle, il y avait énormément de valeur à prendre dans notre discussion. Nirine, peut-être, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu dans les grandes lignes et ensuite après on rentrera dans les détails petit à petit. Bah écoute, encore une fois Axel, merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et avec l'équipe. Rapidement, donc j'ai 45 ans, je suis marié, 2 enfants, je suis né, j'ai grandi à Madagascar jusqu'à l'âge de 16 ans et puis à l'âge de 16 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer en pension en France, terminer mes études secondaires. Donc, j'ai fait la seconde, première terminale en France. J'ai passé mon bac là-bas. J'ai travaillé ensuite, je me suis spécialisé dans le management hôtelier. Je savais pas trop quoi faire après le bac. Donc, j'ai eu 2-3 années de flottement, de recherche un peu de ce que je voulais faire. Et puis, je me suis spécialisé donc dans l'hôtellerie, le management hôtelier. Donc, j'ai fait toutes mes études en France dans ce domaine-là. Et je voulais pas rester en France après mes études. Donc, j'ai commencé à voyager. Donc, je suis allé travailler à l'île Maurice. Ensuite, je suis parti à Dubaï en 2003. J'ai passé plus de 4 ans à Dubaï. J'ai fait ensuite mon 3e cycle en France, à l'ESSEC. Et puis après, j'ai ouvert un hôtel à Djibouti. Et après cette année à Djibouti, après une année passée à Djibouti, j'avais ressenti le besoin de rentrer à Madagascar. Donc je rentre à Madagascar en 2009. Et puis là, je vois une opportunité entrepreneuriale. On va en discuter après. Et donc j'ai monté donc ce projet entrepreneurial en 2009. J'ai géré l'entreprise jusqu'en 2022 pendant 13 ans. Et puis j'ai décidé de vendre l'entreprise et reprendre mes études, etc. Et puis après, je suis revenu à Madagascar. On en reparlera un petit peu en détail de tout ça, mais globalement, voilà, en grande ligne, voilà mon parcours. Ça, c'est une vraie présentation. Ça, j'aime bien. Ça pose direct le contexte dès le début. Peut-être pour faire les choses un peu dans un ordre chronologique, pour revenir à l'époque où tu allais passer ton bac et justement, tu savais pas trop quoi faire. Moi, je pense que c'est une situation où il y a beaucoup de jeunes, je pense qu'ils peuvent s'identifier à ce problème-là. Toi, aujourd'hui, avec le recul, ça serait quoi tes conseils justement pour ces personnes-là qui ne savent pas quoi faire et où aller à ce moment relativement charnière de la vie? Alors, c'est intéressant, c'est vraiment une bonne question parce que j'ai mon épouse et moi, on a un garçon. Notre fils aîné, il a 16 ans. Bon, il a de la chance, il sait plus ou moins ce qu'il veut faire. Mais bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment sûr, etc. Est-ce qu'il aime ce qu'il veut faire? Okay. Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'aimer, en fait, ce qu'on fait. Bref, pour répondre à ta question, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai la chance que mes parents, quand même, comprennent ma situation et j'ai mis 2 ans et malheureusement ce n'est pas dans la culture francophone et encore moins malgache de ne pas savoir, alors que les anglo-saxons ils l'acceptent. C'est-à-dire que moi j'ai vu
beaucoup de jeunes, enfin moi je connais beaucoup plus l'Angleterre maintenant, mais en Angleterre par exemple, ils ont le bac, en général ils l'ont à 17 ans, donc les parents soit les envoient leurs enfants dans une faculté, dans une université, faire quelque chose de très général, je sais pas, de l'histoire, uniquement pour explorer en fait, et prendre le temps. Soit ils font une année vraiment de césure, c'est-à-dire qu'ils vont faire comment on appelle ça, une année où ils vont faire ils vont travailler dans une association, faire du bénévolat, etc., pour se former, pour voir autre chose. Bref, moi ce que je conseillerais donc c'est quand on sait pas en fait, il faut explorer. Donc voir les opportunités et prendre le temps. C'est pas grave. Je veux dire, nous parents, on veut souvent que les enfants aillent à l'école parce que c'est le système qui veut qu'on aille à l'université. Mais l'université, et on le voit à Madagascar, produit des gens qui sont pas passionnés, qui sont pas adaptés au marché. Donc, à un moment donné, moi, je crois qu'il faut d'abord trouver ce qu'on aime. Et moi, j'ai eu cette chance, c'est-à-dire que je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Et comme je suis quand même quelqu'un d'extraverti, et je voulais voyager, je me suis dit, je vais me lancer dans l'hôtellerie. C'est vraiment comme ça que je me suis lancé dans cette industrie. Et troisième point, moi, j'étais convaincu, jeune, du potentiel touristique de Madagascar. Et mon rêve, enfin, vraiment mon rêve ultime, c'est de monter un petit hôtel sur la plage à Madagascar. Ça, c'est mon plus grand rêve. Donc voilà, c'était ça un petit peu qui m'a emmené à cette voie-là. Est-ce que dans le questionnement passion ou raison, tu donnerais plus raison à l'un qu'à l'autre? Dans le sens où je m'explique, par exemple, imaginons demain, par exemple, ton fils, justement, te dise, écoute, papa, je veux devenir, je sais pas, joueur de foot professionnel, par exemple, tu vois. Toi, tu sais, parce que, par exemple, tu commences à faire des recherches, tu vois que, bon, le taux de pourcentage de jeunes qui arrivent à passer le cap vraiment professionnel, donc, du coup, jouer dans les premières divisions à l'étranger, on va dire, du coup, est très faible, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu ferais du coup dans cette situation-là, tu vois, parce que je pense qu'il y a aussi des parents qui se retrouvent dans cette situation où peut-être que même, imagine demain le fils il dit aussi, ou la fille elle dit je veux devenir joueur de jeux vidéo professionnel. Bon, c'est vrai que je pense pour certains parents c'est quand même quelque chose d'un peu difficile, tu vois, à accepter, on va dire, ou à imaginer. Tu penses quoi de ça? Première question que je poserais, donc si mon fils, si on prend le cas de mon fils ou ma fille, décide de prendre une voie que je trouverais un petit peu risquée pour lui. D'abord, je poserai la question, est-ce que tu aimes l'activité dans laquelle, ou l'industrie, ou est-ce que tu aimes? Et qu'est-ce que tu aimes? Je le challengerai, ou je la challengerai uniquement sur, en fait, je testais s'il est passionné ou pas. Si la personne ou mon enfant est passionné, je n'ai aucune inquiétude. Pourquoi? Prenons l'exemple du foot. Il va pas être footballeur professionnel. Mon fils, à un moment donné, voulait faire du foot. Ah, ok. Et moi, j'essaie de le pousser. Mais moi, dans mon idée, c'était pas qu'il soit footballeur professionnel. Moi, j'avais pas un plan comme la famille d'Mbappé, le fameux plan Mbappé, où le papa de Serena, Richard Williams, le père des sœurs Williams, qui avait un plan. À un moment donné, il faut être réaliste. Moi, le plan, c'est de dire uniquement, est-ce que tu es passionné ou pas? Et une fois que la personne est passionnée, si on prend le cas du foot, demain matin, il peut travailler à l'UFA. Moi, je connais des amis qui travaillent pour l'UFA. Ils sont passionnés de football et ils travaillent pour l'UFA. Ou il peut être demain matin commentateur comme ce jeune malgache qui est passionné de football. Il devient commentateur. Il peut travailler dans, je sais pas, dans des grandes sociétés comme IMG. Je sais pas si tu connais IMG. C'est une société de représentation d'agents sportifs. Ah oui. Tu peux être agent sportif. Tu peux travailler pour. En fait, le problème c'est, moi j'adore cette. Ça me fait penser à un adage que je répète souvent, qui dit: ne te limite pas
à ce que te montrent tes yeux. Parce que tes yeux te montrent des limites, les tiennes. Réfléchis avec ton esprit et ton cœur et tu prendras ton envol. Wow. La clé, c'est ça. Ne te limite pas. Nous, on se limite à ce qu'on voit. Nous, parents, on se limite à ce qu'on voit. Mais ce que tu vois, quand tu vois la mer, tu vois des limites. Tu vois pas qu'il y a quelque chose derrière. Wow. Dans tout, Ouais. c'est comme ça. Ça fait penser à... Moi, j'aime beaucoup les dessins animés Le Roi Lion. Et il y a le singe, je crois qu'il s'appelle Rafiki. Du coup, il dit vois au-delà de ce que tu vois. Exactement. Ouais. Exactement. Ok. Derrière le foot, ne t'arrête pas au foot. Hein? Il faut ça. Il y a autre chose. Donc moi, le plus important, c'est voilà, d'être passionné. Hyper intéressant. Ok. Alors, avant qu'on enchaîne sur la suite de ton parcours du coup post-bac, on a un concept qui s'appelle Fast Check. Je te pose 4, 5, 6 questions où je te donne le choix entre deux choses et tu choisis tout simplement ce que toi, du coup, tu préfères. D'accord. Ok, ça marche. Raison ou intuition? Intuition. Thé ou café? Thé. Je bois pas de café. Une raison particulière? J'ai pas été éduqué par Ok. pour boire du café. Ok. Roland Garros ou Wimbledon? Ah, Wimbledon. Roger Federer ou Djokovic? Roger Federer. Piccadilly Circus ou Covent Garden? Covent Garden. Rolling Stone ou Beatles? Ah, je dirais quand même Rolling Stone. Ça marche. Les Beatles sont trop sages. Okay. Vrai. Ouais, écoute, hein. Moi, j'aime bien les rebelles. Les rebelles? Ouais. Ouais. Ok. Justement, tu parlais du fait que toi, tu décides donc du coup de prendre la voie de l'hôtellerie. Ouais. Et tu vas notamment d'abord travailler à l'île Maurice. Et ensuite, après, tu vas faire plusieurs années à Dubaï. Bon, aujourd'hui, je pense que Dubaï, peut-être, chez les Malgaches, c'est quand même un peu plus connu grâce aux réseaux sociaux, tout ça. Bon, on voit un petit peu. Mais toi, tu étais en quelle année, du coup, à peu près 2003. 2003, ok. 2003. Et 2003, il faut savoir. Ouais. Non, mais ça, c'est très important. Oui, et c'est oui, vrai ce que tu dis. 2003, j'ai une offre. En fait, je suis à l'île Maurice et en fait, les gens, ils voyaient que j'étais très ambitieux. Et le responsable des ressources humaines, il me regarde, il me dit, mais Nérine, reste pas à l'île Maurice parce que ici, c'est petit, tu n'auras pas de poste de manager, va à Dubaï. C'est très important. Pourquoi je dis 2003? Parce que c'est 2 ans après le 11 septembre. Je refais pas l'histoire du 11 septembre. Et c'est l'année où les États-Unis vont envahir l'Irak. Et quand moi, je dis aux gens ici à Madagascar, ah, je vais partir à Dubaï, les gens disaient, je vais pas utiliser le mot malgache, ah, tu vas chez les Arabes. Ouais. Bon, c'est pour ça. Ne te limite pas à ce que te montrent tes yeux. Ok. Waouh. Donc, moi, je ne connaissais pas. La seule chose que je connaissais, c'est que j'avais des amis libanais qui me disaient, le futur Nérine est à Dubaï. Va à Dubaï sur te proposer. Ok. Donc, moi, je dis, attends, d'abord, mon père, la chance que j'ai eue, il me dit, je te paye le billet d'avion, regarde si tu aimes, reste, si tu n'aimes pas, ok. Je vais à Dubaï et franchement, je me suis dit, il faut que je vais passer quelques temps. Vivre, je sais pas, mais j'ai senti, en fait, j'ai eu des frissons quand je vois Dubaï la première fois et surtout, je comprenais où est-ce qu'il voulait aller. Tu as eu une vraie vision, quoi. Tu sentais la vision derrière. Et l'hôtel où je travaillais, donc ça s'appelait le One and Only Royal Mirage. Il était donc sur la plage, sur Jumeirah Beach. Okay. Et quand ils me font visiter l'hôtel, la personne qui m'a fait visiter l'hôtel, il me dit, tu sais, là, en face de nous, on va construire une île artificielle en forme de palmier
et on va ouvrir à Atlantis parce que le groupe dans lequel je travaillais faisait partie donc d'un groupe qui s'appelait Kessner International, fondé par Sol Kessner, qui a créé Sun City en Afrique du Sud. C'était un Sud-Africain. Sun City en Afrique du Sud et Atlantis aux Bahamas. Et on va faire venir Atlantis. 2003. Là, je me suis dit, et je voyais les projets, je me dis, c'est fou, il faut que voilà. Et c'est ça qui m'a poussé, en fait, compte, à rester à Dubaï. Et là où ce que je veux te dire, Axel, c'est que, bon, je sais pas pourquoi, moi, j'aime bien voir à long terme. Je ne fais jamais les choses, c'est marrant. Moi, quand je me suis lancé dans l'hôtellerie, c'était uniquement parce que j'avais un projet à long terme. Je sais pas quand jusqu'à maintenant, je l'ai pas réalisé encore, mais je me suis dit, je vais le faire parce que j'y crois. Et voilà, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu aidé. C'est ce qui m'a, en fait, j'ai un côté un peu dreamer. Je suis un vrai dreamer. Ok. Mais du coup, tu vois, j'ai pas répondu à ta question. Si, mais en fait, maintenant, ce que je me demande, c'est, t'arrives à Dubaï, tu vois, et bon, déjà, par rapport à l'île Maurice, est-ce que tu sens quand même déjà, dans la vie de tous les jours, une différence importante ou est-ce que tu as comme certaines similarités, tu t'es pas perdu, quoi, dans un sens? Ouais, je suis pas perdu parce que encore une fois, moi, je quitte Madagascar, j'ai 16 ans. Et je vais pas à Paris, je vais pas à Lyon, je vais à Cholet dans le Maine-et-Loire. Donc mes parents, ils voulaient pas que, entre guillemets, qu'on soit dans ce communautarisme, côtoyer des malgaches. Donc, il y avait pas de malgaches. À l'école, on était les seuls, entre guillemets, personnes de couleur. Et très vite, j'ai appris à m'intégrer. Et ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'arrive à l'île Maurice, je m'intègre à tel point que d'ailleurs mon épouse est mauricienne. Oui, ça montre vraiment voilà. Ensuite, je pars à Dubaï. Je vois des Mauriciens, je vois des Égyptiens, des Marocains. Voilà, je suis comme un poisson. Et c'est ça que j'adorais d'ailleurs, c'est le côté multiculturel, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Une fois que tu commences à travailler à Dubaï, est-ce que on était déjà à l'époque, parce que je sais quand on imagine Dubaï, on voit toutes les grandes construction. Je sais pas si le Burj Al Arab, par exemple, existait déjà à l'époque. Il existait déjà, ouais. Ok. Par contre, la Burj Khalifa était en cours de construction éventuellement. Ok. Même pas encore. Ok. Même pas. Tu connais Dubaï? Un petit peu, ouais. Tu vois la marina? Oui. La marina, il y avait 0 immeuble. Il y avait les fondations. Okay. Alors, je sais pas s'il existe toujours d'un hôtel qui s'appelle le Grosvenor House. Il y avait que ça. Il y avait que ça. Les fondations du Grosvenor House. Et moi, j'habitais à Jebel Ali. Donc, je passais devant cette route-là. Et c'était un désert. Ça, c'est vraiment un truc de ouf, par contre. Qu'est-ce que toi, tu penses qui fait que ils ont réussi vraiment en si peu de temps? Parce que quand on regarde les documentaires, vraiment, j'avoue, c'est incroyable, hein. On voit que, il y avait très peu de choses. Ouais. Et aujourd'hui, ils en sont là où ils sont. Je veux dire, je pense aujourd'hui, si aujourd'hui tu vas à Dubaï et que tu reviens dans 6 mois, il y a plusieurs tours qui se seront construites entre temps, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable. Le développement, quand même, pour ceux qui n'ont pas encore pu y aller, c'est peut-être difficile à visualiser, mais je pense qu'une fois que t'es allé là-bas au moins une fois, tu te dis, mais c'est vraiment un truc de ouf, ce qui se passe là-bas. Tu sentais déjà à l'époque, cette frénésie vraiment, tu le voyais et surtout, donc, pour aller dans la réflexion du pourquoi, comment ils ont réussi. Et ça, c'est quelque chose un petit peu dont on devrait s'inspirer à Madagascar. Pour moi, il y a 2-3 choses qui les ont vraiment aidés. Les dirigeants de Dubaï savent se vendre. Ils savent vendre leur pays. Ça, c'est d'un. Donc, ils ont compris qu'il faut l'aspect un petit peu communication, marketing est très important. Mais derrière ça, il y a d'abord, ils ont une vision à long terme des choses. Ils voient sur 15, 20, 30 ans. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'était prévu. Il y a eu des échecs, hein. Ils ont fait, par exemple, The World. Ça, c'est un échec. Ouais. Il y a autre chose. Bon, on va pas les citer, mais tout ce qu'on voit, ils l'ont planifié. Ils voient à long terme et ils planifient. Et de 3, ils sont quand même dans ils ont su utiliser à bon escient ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils ont?
ils avaient du pétrole, ils ont tout réinvesti, mais ils n'étaient pas tellement riches en pétrole. C'est Abu Dhabi qui a le pétrole. Dubaï avait très peu, mais le peu qu'ils avaient, ils l'ont investi dans les infrastructures parce que ils savaient une chose, ils savaient qu'ils sont dans un comment on appelle ça? Ils ont un positionnement géographique. Ils sont entre l'Asie et l'Europe, et ils savaient assez rapidement que le monde allait basculer vers l'Est et ils allaient profiter de ça. Donc, ils ont investi dans les infrastructures. D'abord, c'était le port. C'est le port qui a permis à Dubaï de s'enrichir. Oui. Okay. Le port de Dubaï, en fin de compte, leur a permis d'être un hub commercial. Et ensuite, ils ont développé Emirates, qui leur a permis d'être un hub aérien. En fait, c'est le trading, c'est le commerce qui fait de Dubaï ce qui est Dubaï aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui mérite vraiment, même en tant que dirigeant d'entreprise, qui mérite, je veux dire, réflexion, mais en même temps qu'on tire des leçons par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que l'importance de la vision stratégique, elle est essentielle. Cette vision à long terme, elle est essentielle. Une fois que tu as fini tes 4 ans, qu'est-ce qui motive ton départ pour Djibouti, pour lancer l'hôtel? Alors, quand tu as dit, tu as lancé un hôtel, donc c'est quoi? Tu es partenaire dedans, ou tu fais partie on va dire des membres du staff vraiment clés, socles, qui ont fait qui ont implanté la structure et qui l'ont fait grandir? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, d'ailleurs, cette opportunité t'est venue, et pourquoi quitter Dubaï pour Djibouti? Ok, donc 2007, je quitte Dubaï. Encore une fois, moi je suis très ambitieux, donc je suis donc dans un hôtel où alors c'est les grands hôtels avec quand même très structurés, etc. Puis je voyais que j'allais pas monter assez rapidement, enfin comme je le voulais, comme je le souhaitais. Et je décide en fait de faire un MBA en Hospitality Management à l'ESSEC. En fait, c'est ça. Donc, je quitte Dubaï pour aller à Paris. Je reviens en France. Je reste 1 an en France. Et en 2008, il y a eu, ici à Madagascar, il y a eu beaucoup de projets parce qu'on allait accueillir le sommet de la francophonie et le sommet de l'Union africaine, je crois. Et une chaîne hôtelière était venue en prospection. Donc, le patron de cette chaîne, d'une chaîne hôtelière suisse-allemande qui s'appelle Kempinski, était venu à Madagascar. Et en fin de compte, des proches ont rencontré cette personne et ont dit, il y a le fils d'un ami, etc., qui est en train de se former à Paris, et etc. Bon. Et je me mets en contact avec cette personne-là. Et il me dit, c'est très bien, on est en train d'ouvrir la 2e phase de notre hôtel à Djibouti. Est-ce que tu es intéressé pour nous rejoindre? Je dis, super, j'y vais. Donc, l'hôtel, en fin de compte, appartenait à DP World. DP World, ça s'appelle Dubai Ports World. Donc, la société de gestion du port de Dubaï, qui avait la gestion du port de Djibouti et qui ouvrait un hôtel ils ont investi $100 millions. Dans l'hôtel? Dans l'hôtel. Ah oui. Oui. Il s'appelle comment l'hôtel? C'est quoi comme hôtel? C'est un hôtel, ça s'appelle Kempinski. Il y avait 150 chambres, etc. Voilà. Donc moi, je me suis dit, c'est un beau projet, etc. Ouais. Je vais à Djibouti, et c'est comme ça que j'arrive à Djibouti en 2008. Ok. Et tu fais combien d'années là-bas? Je fais 1 an seulement. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'en 2009, j'ai 30 ans et je décide de rentrer à Madagascar. Non, et puis surtout, en fait, je vais te dire, j'arrive à Djibouti. Djibouti, c'est pas Dubaï, hein. Oui, non, mais justement, c'est pour ça c'est pas la ville sexy, etc. Et surtout, en fin de compte, donc j'ai 30 ans, je suis à Djibouti, je vois ce pays qui n'a quasiment rien, mais qui arrive quand même à se développer. Et c'est là où je prends conscience, je me dis, mais pourquoi nous, Malgaches, on réussit pas? Et qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je travaille pour les autres? Et puis surtout, bon, il y a aussi des petites, je veux dire, bon, entre guillemets, je vis un petit peu
le problème du salariat, c'est-à-dire que quand tu as des idées, etc. Bon, tu les mènes pas toi jusqu'au bout, c'est un petit peu récupéré, voilà. Donc l'expérience à Djibouti me pousse à rentrer à Madagascar et devenir entrepreneur en fait. Et donc tu reviens à Mada. Et je reviens à Mada. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Et là, je rentre à Mada, donc j'ai cette envie d'entreprendre. Hein, j'ai 30 ans. Je rentre en 2009 en pleine crise politique. Hein. Voilà, donc déjà, il est fou. T'étais déjà revenu à Mada entre-temps ou ça faisait vraiment... Non, je revenais quand même à Mada assez souvent. Okay. Peut-être pas tous les ans, mais je revenais à Mada assez souvent. Et j'ai cette envie de monter un business, notamment donc mon fameux hôtel qui reste toujours dans mon esprit. Mais on est en pleine crise politique. Je me suis dit, non, ça va pas marcher. Bon. Pas d'idée, etc. Moi, mon père était dans le secteur dans l'industrie du papier. Bon, je commence à regarder et je vais au pavillon. J'emmène mon épouse et mon fils, on va au pavillon et on voit en fin de compte du papier toilette qui vient de Chine. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Attends, du papier toilette venant de Chine. D'abord, je réalise que tout est importé à Madagascar, même le papier toilette. Et je me suis dit, on peut pas s'enrichir dans ce pays si on importe tout. Et je dis à mon épouse, écoute, prends rendez-vous avec des personnes à l'île Maurice parce qu'en fait, on allait à l'île Maurice en décembre 2009 pour le mariage de ma belle-sœur, pour prendre des contacts avec des gens dans l'industrie du papier. Dans ces contacts qu'on a, il y a une société qui fabrique du papier toilette qui a la licence Kimberly-Clark. Kimberly-Clark qui est un des leaders, peut-être même aujourd'hui le leader mondial du papier toilette puisqu'il fabrique Kleenex, la marque Kleenex, Scotex, etc. Voilà. Et cette société à Maurice fabrique donc du papier toilette avec la marque Kleenex. On a rendez-vous avec le CEO, le chairman, enfin quasiment les 3 personnes du board à Maurice. Et ils nous font d'abord visiter. Alors, je sais pas si tu imagines un peu le contexte. 2 jeunes, mon épouse 25 ans, moi 30 ans, on envoie un email, on aimerait vous rencontrer. Et c'est ces 3 personnes qui nous rencontrent et ils nous font visiter leur usine. Et après la visite, on est assis dans leur salle de réunion. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez? Et là, je dis comme ça. Si un jour tu rencontres mon épouse, tu lui demanderas. Je lui dis comme ça, écoutez, voilà, j'ai envie de monter une usine de papier toilette à Madagascar. Je suis sûr que ça va marcher dans les 10 prochaines années. Je lui dis ça comme ça. On est en 2009. Je suis sûr que ça va marcher parce que, et je l'explique, parce que aujourd'hui tout est importé, etc., etc. Et voilà. J'ai pas d'argent, mais je viens de rentrer et on s'est permis de vous envoyer cet email parce que voilà, on a ce projet de monter quelque chose parce qu'on remarque donc qu'il y a du papier toilette qui vient de Chine. Ok, très bien. Bah écoute, faites une étude de marché. Donc ils répondent comme ça, faites une étude de marché et on vient le mois prochain. Ils viennent le mois d'après et on décide de s'associer ensemble. Et on commence parce que petite parenthèse, personne ne croit à notre projet, même mes parents, même mon père qui est dans le business du papier, parce qu'il a connu les difficultés dans ce business. Il me dit ça va jamais marcher. Je dis très bien, bon non mais j'écoute. C'est vrai que c'est un truc de ouf parce que tu penses que c'est quoi que vous aviez, ta femme et toi, qui vous a permis d'arriver effectivement au stade où donc, comme tu dis, ce sont des membres du board qui prennent le temps de vous recevoir, alors que bon, comme tu dis, enfin, je veux dire, après tu leur as dit, oui, j'ai pas d'argent, mais j'ai un projet, mais tu penses que c'est quoi vraiment la raison qui fait que ils ont accepté de vous recevoir? Parce que par exemple, je pense qu'il y a plein de jeunes, tu vois, par exemple, éventuellement, qui pourraient tenter de demander un rendez-vous, même avec, allez, le DG d'une PMU ici à Madagascar, mais qui serait pas reçu, tu vois. Donc, c'est quoi selon toi qui a fait que vous avez réussi là où je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à réussir, surtout dans le contexte qui était le vôtre, jeune, vous revenez à peine au pays, ok, vous avez une idée, mais je pense tout le monde a des idées, tu vois, mais vous êtes arrivé à ce stade-là où vous étiez en discussion et en négociation avec
les bonnes personnes, tu vois, et dans l'industrie, donc pas n'importe qui. D'abord, ce qui a aidé, ça, il faut pas se mentir, ce qui a aidé, c'est que mon épouse, donc on va à l'île Maurice, mon épouse est mauricienne. Donc c'est elle qui envoie, je lui dis, envoie-toi l'email. Ouais. Quand tu envoies l'email, tu mets que tu es marié avec un malgache et que tu souhaiterais rencontrer, voilà. Donc ça a aidé. Mais derrière ça, moi, je pense que on en a parlé avec mes anciens associés, parce que donc c'était il y a maintenant il y a 15 ans de cela. En fait, c'était le culot. Dans la vie, il faut être il faut pas avoir peur en fait. Il faut être culotté, et pour continuer dans la discussion, moi j'étais convaincu du potentiel de l'entreprise, et donc je pense qu'ils ont vu ma détermination. Ils ont ressenti, en fin de compte, qu'on était, qu'on avait envie, en fait. Quand quelqu'un en face de toi, il te dit, demain matin, encore une fois, l'exemple de ton enfant, te dit, papa, je vais être footballeur professionnel. Tu sens dans le ton s'il a envie ou pas. Je regarde beaucoup ça parce que moi, en vérité, je suis comme ça. Tu parlais de rationalité ou intuition. Oui. Ben, pour moi, je dis pas que être rationnel, c'est important. Mais à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est quand tu as une intuition, et c'est parce que cette intuition-là, c'est ce qui te pousse à dépasser certaines limites. Quand tu es rationnel, je suis désolé, tu es limité par ta rationalité. Mais c'est l'intuition qui va te permettre de rêver, de dépasser certaines choses. Voilà. Enfin, je déborde un peu, mais non, mais c'est intéressant. Et comment, justement, développer cette intuition? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer? Oui, moi je pense qu'on peut j'ai failli répondre non, parce qu'en fait beaucoup de gens pensent que c'est inné, mais moi je crois que c'est quelque chose qu'on peut développer. Et en fait moi j'ai commencé à le développer en fait jeune. Vraiment, encore une fois, l'expérience d'arriver en France à 16 ans. À l'époque, t'avais pas Skype, t'avais pas WhatsApp, etc. Ouais. Tu es tout seul. Non, mais attends, tu es tout seul en France. Tes parents, tu les as une fois par semaine. Tu as 16 ans. Tu dois faire tes courses, tu dois gérer ton argent, etc. Bref, bon. Mais en fait, tu développes, comment on appelle ça? Survivor instinct. Et ça m'a vraiment, pour moi, c'est cette expérience, c'est ça qui a développé ce que je suis aujourd'hui, en fait. Mais aujourd'hui, par exemple, étant donné que je pense qu'aujourd'hui, t'es quand même, on peut dire, t'es confortable dans la vie, cet instinct de survie, je le garde toujours. Ah ouais? Ouais. T'arrives à le maintenir malgré tout? Ouais. C'est quoi? Genre, tu te mets non, c'est presque naturel. Non, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Intéressant. Je fais par exemple très attention à certaines choses. Tu vois, et je me dis toujours qu'est-ce qui se passe s'il y a ça qui arrive. J'ai toujours. Bon, après il y a aussi mon éducation. Hein. Mon père me disait toujours il faut toujours que tu aies un plan B, Nirine. Bon, donc à chaque fois plan B. C'est quoi le plan B? Ok, en fait, je voudrais bien rebondir là-dessus parce que je pense que c'est vrai que limite c'est philosophique, mais je ne sais pas s'il y a une vérité universelle, mais en tout cas, dans la vie, il y a des gens qui pensent que, effectivement, il faut un plan B. Il y a ceux qui disent, le problème quand tu as un plan B, c'est que tu mets pas toute l'énergie nécessaire pour le plan A parce que tu te dis, ouais, mais bon, dans tous les cas, il y a le plan B, tu vois. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ça Moi, je pense que sur ça, il faut pas être binaire, en fait. Ouais. C'est là où c'est dangereux, en fait. Il faut éviter d'être trop binaire dans les choses. Moi, j'essaie de mettre une énergie. J'essaie de mettre l'énergie, en tout cas, dans ce que je crois. Donc, quand je crois une idée, si on revient à l'idée de mon business, où personne n'y croyait, moi, j'étais convaincu que ça allait marcher. Donc, j'ai mis l'énergie là-dedans. Néanmoins, j'avais déjà un plan B. Plan B, c'est si on faisait pas du papier toilette, on pouvait faire autre chose. Et notamment, on pouvait faire du carton, etc. Ok. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, sur le long terme, bon, on n'aura peut-être pas le temps, mais je pense que j'aurais dû faire du carton. Ah ouais? Ah oui, parce que le marché est plus gros. Le marché du carton ici à Madagascar est plus gros que le papier toilette. Arrête. Ah, je te jure. Ah ouais, mais les industriels, ils consomment à ce point des cartons ici? Bien sûr. Okay. Bien sûr.
les zones franches. Quand tu exportes, tu dois mettre du carton. Quand tu exportes des litchis, tu exportes dans du carton. Le business du carton, ici, il est plus gros que le papier toilette. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais loin parce que, allez, on en parle, mais l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de céder mon entreprise, c'est que j'avais atteint un plafond de verre. En 2019, j'ai 45% du marché avec la marque Lys. Mon distributeur, quand même, c'est JB. Et on voit qu'on n'arrive pas à dépasser un certain cap. Pourquoi? Parce qu'à Madagascar, tu n'as que 7% des foyers qui ont des toilettes aux normes. 7% des foyers à Madagascar ont des toilettes. Là, 90% des Malgaches, je suis désolé de le dire, mais défèquent à l'air libre. C'est un truc de ouf. Ouais. Et donc, à un moment donné, tu es limité. Ouais, t'es capé. Ouais. Ok. Voilà. Alors, pardon. Non, mais il y a énormément de choses en fait, du coup, sur lesquelles j'aurais discuté, mais par rapport à juste avant que je reprenne ton aventure entrepreneuriale dans le papier hygiénique, tu disais que personne ne croyait en toi. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de réussir quand personne ne croit en toi? Parce que justement, si les gens disent ouais, ton truc c'est balèze, c'est bien sûr tu vas réussir. Je pense que ça te met peut-être dans un certain confort. Je sais pas, justement, je te pose la question, est-ce que tu penses que ça te met dans un certain confort? Alors que là, bah limite, t'avais un autre truc qui te poussait, c'était de montrer aux gens, tu vois, que je suis capable et vous avez tort et bam, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Ouais. Tu sais, je fais toujours l'analogie je fais toujours des analogies. Et moi, je regarde beaucoup le sport et je suis fasciné par les grands champions, de Michael Jordan à Michael Schumacher, Tiger Woods, etc. Roger Federer, Nadal, Djokovic. Michael Phelps, comme ça fait 3. Michael Phelps. et je pose souvent la question, je me posais, je crois que moi j'ai la réponse, je me posais la question, qu'est-ce qui motive ces gens-là? Qu'est-ce qui motive Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde et qui se lève toujours tous les matins? Bernard Arnault, apparemment, il fait les visites de ses magasins, LVMH, Gucci, quand il ouvre, il va regarder, etc. Qu'est-ce qui motive ces gens-là? Ce qui motive, en fin de compte, c'est, en fait, ils ont toujours faim. Et ils ont envie aussi de se prouver ou prouver aux autres qu'ils peuvent faire mieux. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui enfuit en nous. Je te parlais tout à l'heure du self-awareness, l'importance de te connaître. Pour revenir à moi, moi je suis le fils aîné d'une famille de trois enfants, mais j'étais pas le plus brillant. Ma sœur est brillante, ma sœur a fait prépa, elle a intégré Sciences Po, mon frère a fait prépa, il a intégré une école de commerce. Moi, je savais que je pouvais pas faire prépa. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, moi, je sais une chose, c'est que je suis quelqu'un qui est capable d'être déterminé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans les études, quand je mets de l'énergie, j'y vais. En fait, et je développe une boulimie de choses, en fait. En fait, et c'est ça mon moteur. Mon moteur, c'est me prouver à chaque fois moi-même, parce que je sais que je suis pas le plus brillant, je sais que je suis pas le plus intelligent, mais par contre, je me connais, je sais que je suis capable. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'ESSEC. Personne ne se dit, mais mes parents, à chaque fois, ils hallucinent, ils disent, mais comment il fait? Mais en fait, voilà. Pour ceux qui savent pas, l'ESSEC, c'est vraiment top école de commerce. C'est pas top 2 ou moins top 3 en France, je pense, surtout pour un MBA. Mais c'est comme LBS. LBS, j'ai dû passer... LBS, avant d'intégrer LBS, j'ai dû repasser le GMAT. Tu sais, c'est un examen. Ouais. Ben, tu demanderas à mon épouse, je lui ai dit, cherche-moi un prof de maths qui parle anglais. J'ai pris des cours de maths parce qu'il fallait que je refasse des exercices de maths, etc. Mais je me suis mis un mois à fond là-dedans. Et en fait, c'est ça, c'est que tu comprends ce que je veux dire. Donc, du coup, est-ce que tu penses que dans chaque être humain, il y a ce côté où toujours en quête perpétuelle de reconnaissance, d'une certaine manière, enfin, de reconnaissance peut-être vis-à-vis de soi-même, mais peut-être aussi vis-à-vis des autres. Bien sûr. Mais c'est ça qui te donne après l'envie de réussir. Et est-ce que toi, tu disais que bon, t'étais pas le plus brillant forcément
parmi les trois. Est-ce que à un moment, t'as senti que éventuellement la famille très proche disait ah, mais Nirine, Ah ouais, pourquoi ouais. t'es pas comme Ouais. tu vois, comme ta sœur ou comme ton frère, Mais tu vois. attends, tu sais, mes parents, ils se sont dit, Nirine, il va pas réussir. Non, je te jure. Ok. Ouais. Non, mais Ouais. il va, bah, non, ça, Tu m'étonnes le mais boost c'est- que t'as dû avoir. tu vois ce que je veux Ouais, dire ou pas? ouais. Non, mais c'est mort pour lui. Ouais, Bon, mais on va l'aider, mais bon. Tu vois. On va pas tout miser sur lui. C'est ça. Ok, C'est ça, ouais, c'est ça. ouais, Mais, ok. mais le pire, c'est que à l'époque, je le sentais pas comme un vraiment, même comme un échec ou quelque chose comme ça. Mais en fait, tu l'as dans l'inconscient, en fait. Tu l'as dans l'inconscient. Bon, j'ai jamais fait un complexe vis-à-vis de Ouais. mon frère et de ma Ouais. sœur. Ouais. Mais en fait, inconsciemment, tu l'intègres et ça devient un moteur de voilà. Et c'est vrai que moi quand tu réfléchis, pourquoi je vais aller à London Business School, qui m'a quand même coûté pas mal d'argent. Oui. J'ai 45 ans, j'ai abandonné mon épouse et mes enfants. Mais en fait, compte, c'est ça. C'est toujours de me prouver à moi, au fond de moi, que, ouais, non, mais en fait, compte, Nirine, tu es bon, en fait. Ouais. Quand t'es devant le miroir, tu te dis, bah, fais là, quoi. T'es bon, toi. T'es bon. ouais, c'est vrai. Ouais. Et je pense que dans la vie, il y a certaines personnes qui ont besoin de ce moteur-là, en fait. Sinon, ils avancent pas. Et moi, j'ai besoin de ça, ouais. C'est mon adrénaline dans la vie. Ok. Alors, pour Mais revenir. je dis souvent que je suis un peu fou. Ah, mais. Je l'ai dit. Si jamais faut être fou pour en arriver là où t'es, il y en a beaucoup qui seraient prêts à devenir fous aussi. Mais, déjà, donc, quand les gars, il est mauricien, donc, Ouais, quand ils reviennent à Mada, ouais. vous décidez de vous associer, c'est quoi la suite? Parce que bon, à ce moment-là, bon, un mois après, j'imagine que, en tout cas, sur fonds propres, t'as peut-être pas le nécessaire pour donc lancer l'usine. Comment ça se passe après? Comment ça se passe? Ils arrivent donc en 2000. Donc cette fois-ci, on est en 2010 et on présente rapidement une étude de marché, etc. Et ils disent OK, on va commencer petit parce que j'ai pas d'argent. Nirine, on t'envoie la machine avec laquelle mon père a commencé à produire dans les années 70. Donc ils font un apport en nature et en même temps ils envoient des stocks de bobines de papier. Donc les bobines, c'est des gros rouleaux et avec cette machine, je n'ai qu'à dérouler les rouleaux, former un gros papier toilette, un long papier toilette. Ensuite, je découpe, j'emballe, je vends. Donc je fais ça. On commence comme ça en 2010, de 2010 à 2011. L'avantage de ça, alors 2010-2011, donc imagine, c'est pas une grosse industrie, c'est petit, donc je veux dire, on commence vraiment au bas de l'échelle. Et quand je dis au bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'avec mon épouse, on va vendre nos papiers toilettes tous les jours. Ah oui. Ah oui, oui, non mais Genre du porte-à-porte. Porte-à-porte, détaillant, grossiste, etc. Oui. On fait ça de 2010 à 2011. Et puis après, on commence à contacter des grossistes, etc., etc. Bref, je ferme la parenthèse et je passe tout de suite à l'étape supérieure. Ces 2 années-là, en fin de compte, m'ont permis de comprendre le business. Comment gagner de l'argent dans ce business. Et vraiment, je comprenais l'importance du grammage du papier, l'importance du nombre de plis. Ici, à Madagascar, on te dit pas le nombre de plis. Ouais. Mais c'est important. En France, on te le dit. Ouais. Parce qu'après, ça te permet de comparer. Mais bon, bref. Donc, je comprends tout ça. Et là, je me dis, en fin de compte, si je veux gagner de l'argent dans ce business, et je peux gagner de l'argent, c'est en fabriquant les bobines moi-même à Madagascar. La chance que j'ai, c'est que la société de mon père ne fonctionnait plus. Je décide de louer donc les bâtiments. Il me met à disposition une partie du bâtiment. Et c'est comme ça que, en fin de compte, je
j'investis dans toute la ligne. Donc, j'investis en amont de la chaîne de valeur et je maîtrise toute la chaîne de valeur de la production du papier jusqu'au papier toilette, sachant qu'en plus, ma matière première, elle est locale, c'est-à-dire ce sont des déchets de papier. Ok. Et donc, tu te fournis auprès des grosses boîtes qui... Voilà. Okay. J'ai monté toute la chaîne de collecte parce que la clé, en fin de compte, de mon business model à l'époque, c'était de sécuriser la matière première, qui est les déchets de papier, qui permettait de faire des bobines. Ces bobines permettaient de faire du papier toilette. Quand tu décides, donc, quand c'est OK, le fait que vous allez vous associer avec les Mauriciens, déjà à ce moment-là, toi, c'est ta première vraie expérience entrepreneuriale. Tout à fait. Comment est-ce que déjà tu négocies avec eux justement la structure de la boîte et donc du coup les parts en fait dans l'entreprise? Alors, ça c'est une bonne question. Donc, quand on arrive déjà à cette étape-là, là, mon père commence à croire en mon projet. Ok. Il dit si eux croient au projet. Non, et puis il commence à comprendre comment on appelle ça? Le business. Parce que il y a un point très, très important dans tout ça que je t'ai pas dit, mais il faut que je te le dise. Le papier toilette, pourquoi on s'est lancé dedans et pourquoi mon père y croit à l'époque? Parce que, enfin, il s'est mis à croire parce que le papier toilette, c'est un produit qui est extrêmement volumineux et extrêmement léger. Tu ne peux pas faire un conteneur de papier toilette. C'est simple. Un conteneur de papier toilette, même de 40 pieds, ça ne fait que 3 tonnes. Tu transportes du vent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. C'est un produit qui est allez, régional, mais super local. C'est-à-dire que tu ne peux être compétitif que si tu produis là où tu vends. Donc, nous, on s'est dit, quand on aura mis en place cette ligne, entre guillemets, on sera imbattable. Wow, donc, okay. ça, c'est très important. Après, donc, tu me parles de comment on a structuré. Bon, en fait, au début, on a fait très simple. On a monté une SARL et puis on a fait 51-49. Okay. Moi, 51, lui, 49. Ok. Terminé. Okay. L'objet, il faut qu'on monte la boîte. Ok. Voilà. Ok. Une question avant d'en arriver donc à la suite de la question que je viens de poser, juste. Ta femme dans cette aventure-là, parce qu'elle est là depuis le début, du coup, elle y croit depuis day one, ou est-ce que, bon, tu vois, elle te suit d'abord parce qu'elle voit que toi t'es à fond et donc elle te soutient. Ou est-ce que vraiment depuis day one, tu vois, elle est là, genre, ok, let's go. Parce que la deuxième question que j'avais demandé, c'est du coup, entre 2010 et 2011, généralement, c'est quand un entrepreneur se lance. Bon, j'avoue, non, pas généralement, mais en tout cas, il y a des entrepreneurs, quand ils se lancent, les premières années, c'est un peu difficile. Et ils ont du mal à générer des revenus pour eux-mêmes, parce que généralement, ils décident de tout remettre dans la boîte pour essayer de la faire grandir et la faire survivre, et ensuite la faire grandir. Pour vous, c'était comment cette période? Okay. Petit retour au passé. Mon épouse, je la rencontre en octobre 2003 à Maurice. J'ai cette expérience à Maurice et je lui dis, écoute, je vais devoir partir à Dubaï. Donc voilà, je pars à Dubaï et elle me laisse partir on est fiancés, on n'est même pas fiancés, hein. Okay. On est juste comme on dit copain copine. Okay. Et mon épouse fait tout pour me rejoindre aux Émirats Arabes Unis. Elle trouve du travail aux Émirats Arabes Unis, enfin à Abu Dhabi. Ensuite, donc, on a cette expérience aux Émirats Arabes Unis. On se marie en novembre 2006. Il faut pas que je me trompe. 11 novembre 2006. Et je lui annonce, juste après notre mariage, que je veux reprendre mes études. Je pars. Mais au moment où je pars, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et là, moi, j'ai déjà fait mon visa et tout pour Paris. Je pars sans elle. Mon fils naît en 2008. Je reviens. Donc, c'est pendant l'année où je fais mes études. On rentre à Madagascar en 2009. Et là, je lui annonce, déjà, elle n'est pas d'accord en 2009 de rentrer à Madagascar.
Il dit, mais il y a la crise. Et puis, entre-temps, parce que on m'offrait d'autres possibilités parce que il voyait que j'étais pas content à Djibouti. Ouais. Donc, la chaîne hôtelière dans laquelle je travaillais me dit, il y a une possibilité que tu ailles dans d'autres hôtels du groupe, et on ouvrait à l'époque un hôtel aux Seychelles, etc. Sois juste un peu patient, mais dans 3-6 mois au plus tard, moi, entre-temps, j'étais trop ambitieux. Moi, je rentrais à Madagascar. Bref. Et donc là, ma femme, elle est pas du tout d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que elle croit en mon projet. Donc, dès le départ, mon épouse m'a soutenu. C'était la seule qui croyait Wow. à ce projet un peu fou au début. Voilà. C'est beau. C'est beau. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est compliqué, parce qu'on a passé des moments difficiles. Quand je dis difficile, c'est tu rentres, donc tu es quand même expatrié, tu rentres à Madagascar, et là tu commences de zéro, donc t'as rien en fait. Et il y a eu des moments où quand tu gères une entreprise, tu sais ce que c'est les problèmes de trésorerie. Tu te payes pas, tu payes tes collaborateurs. Et là, il y a eu des moments, mais de tension absolue. Et on a des enfants. Et voilà, ça a pas toujours été, non, ça a pas du tout été rose, quoi. Mais, mon épouse ça, c'est une chance absolue, elle m'a toujours soutenu. Donc quoi, les partenaires de vie aussi, c'est essentiel. C'est essentiel, ouais, c'est essentiel. Je vais dire c'est important, mais c'est essentiel en fait. T'as raison, c'est le terme, ouais. C'est essentiel. Et quand tu décides donc, là je reprends le fil de la discussion par rapport à ma question précédente, celle-là, c'était quand tu décides donc de passer un cap et de maîtriser toute la chaîne de production, comment est-ce que tu fais déjà pour financer justement les investissements nécessaires à atteindre le stade où tu maîtrises tout de A à Z. Parce que à ce moment-là, est-ce que l'entreprise génère déjà assez et donc c'est ce que tu as pu mettre de côté avec la boîte que tu réinjectes, ou est-ce que tu utilises d'autres rôles de levier en fait pour Alors, donc là, 2011, on est SARL, on fait encore du bricolage, presque de l'artisanat, petite société. Je dis à mon père que je veux donc m'intégrer en amont, parce qu'en fait, je me rendais compte que je perdais de l'argent et que je ne pouvais pas être suffisamment compétitif, parce que moi, je rentre dans un marché où non seulement j'ai des importations chinoises, mais j'ai des acteurs locaux qui sont 10 fois plus gros que moi, qui font du papier toilette. Et eux, ils sont pas monoproduits. Moi, je suis monoproduit. D'accord, ok. Mes concurrents, il faut autre chose. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, il va falloir que je m'intègre absolument en amont pour être beaucoup plus compétitif. J'ai la chance que mon père y croit. Donc là, il injecte de l'argent. Il me prête en fait de l'argent. Les Mauriciens aussi contribuent, donc ils mettent beaucoup plus. Et on a un emprunt auprès d'une banque que je vais pas citer parce que sinon on va faire la publicité pour cette banque. Mais cette banque-là me soutient, et donc j'ai un gros prêt à moyen terme qui me permet en fin de compte d'acquérir la ligne de production. Et donc la ligne de production, j'imagine que c'est pas un truc qu'on fait localement, tu l'importes du coup. La ligne de production, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais déjà des recherches. Évidemment, je faisais que ça sur les machines, etc. Et là, je vois en fin de compte un fournisseur en Chine. Je les contacte et je vais en Chine. Je demande à aller en Chine. Donc ils me disent pas de souci, venez. Et je dis, je veux voir les usines fonctionner, pour voir les machines fonctionner. Ils me font voir. Et je vois en Chine les marques qui sont notamment importées ici, exportées. Oui. Et je vois donc comment ça fonctionne. Donc je visualise. Et là, je me suis dit, en fait, OK, on peut le faire. Et ça joue beaucoup parce que la banque, elle voit que mon père y croit, qu'il a quand même un savoir-faire
enfin une expérience, pardon, dans le domaine du papier. Donc ça nous légitimise et voilà. Et ça pousse aussi nos partenaires mauriciens à nous suivre dans cette aventure, enfin, dans cette voie-là. Et une fois que donc la machine, elle arrive à Mada, j'installe. Et tout roule comme sur des roulettes. Tout roule comme ce... Plus ou moins. Plus ou moins. L'avantage qu'on a eu, c'est que donc on a exigé, on a fait l'installation, le commissioning. Donc on a fait venir des ingénieurs chinois pendant 8 mois. Je n'ai pas eu de vie. Ah oui, de l'importation, tout le dédouanement, négocier avec les, comment on appelle ça, les agences. Je suis désolé, hein, je pense à tellement de choses les transitaires, pardon, hein, les transitaires jusqu'au à préparer tout le bâtiment, à recevoir les machines, préparer bref, enfin, je te passe. Ça nous a pris 8 mois quasiment. C'est simple, c'est de septembre 2011 à le premier papier est sorti en juin 2012. Donc là, voilà, à fond dans l'installation, le commissioning de l'entreprise, des machines. Et à l'époque où tu utilisais encore la machine des années 60 des Mauriciens, tu faisais quel genre de volume? Et une fois que tu as cette ligne-là, tu doubles, tu triples Quand on commence, je vais te dire, j'ai plus souvenir, mais c'est à la louche, on faisait genre 2000 rouleaux par 5000 rouleaux par jour. Ça, c'est de l'artisanat, ça. Et avec l'autre machine, on arrivait à monter à 20 000 et on est arrivé en 2018 à faire 60 000. Avec la même? Avec enfin pas avec la même pas avec pardon. T'as rajouté donc d'autres. J'ai investi dans une machine de transformation. Ah ouais. OK. Wow, incroyable. Mais après là, t'es à un stade où du coup tu parlais donc du distributeur. Tu bossais déjà avec JBS à ce moment-là? Pas encore. Pas encore. C'est à ce moment-là. Okay. Au moment où j'installe la machine, où je vais voir JB, je leur dis voilà, parce que je me rends compte qu'en fin de compte, la distribution, elle est primordiale. Je suis monoproduit, produit super léger, compliqué à transporter. J'ai investi dans une machine de production, donc ce qu'on appelle, je dois monter en échelle. Et il fallait absolument que j'ai un solide partenaire. Et à l'époque, je vais voir donc JB. Ils n'étaient pas au départ très intéressés, mais après ils me disent mais en fait compte non on a envie. Non, mais avec le kilo, exactement. Non mais c'est vrai. Avec insistance et etc. Ils sont d'accord, etc. On va dire que là t'es lancé à un niveau industriel, tu fais grandir ta boîte. À ce moment-là, est-ce que déjà tu sens que t'es un peu plus stable? Oui. En fait, 2012, donc on lance la production. On a un partenaire commercial qui nous rassure. Donc on commence à faire du volume. L'avantage de travailler avec un distributeur comme JB, c'est que tu es payé. Donc tu as une personne, un client qui te dit t'inquiète pas, 15 jours fin de mois, tu es payé. Donc ça me permet de me focaliser moi sur mon métier qui est industriel. Donc voilà, parce que tu as des challenges quand tu gères une usine, et donc si tu veux très vite, tu vois ton entreprise passer de 200 millions d'arrière de chiffre d'affaires en espace de 4 ans à passer à 3 milliards par an. Ah oui. Donc tu vois, donc au début oui, tu vois que tu commences à être stable, mais surtout tu vois que ta boîte, mais avec les challenges qu'il y a derrière, parce que quand tu grandis, tu as derrière toutes les contraintes qu'il y a. J'allais justement parler de ça. J'allais dire, quand tu connais une croissance comme ça, x10 voire x15, je peux pas dire j'imagine, parce que non, j'imagine pas. Mais du coup, quand tu es dans ce cas de figure là,
c'est quoi le plus gros challenge? Bon, j'imagine qu'il y a le côté ressources humaines, mais au-delà, est-ce qu'il y a d'autres challenges, tu vois, auxquels tu fais face à ça? Oui, bien évidemment, tu as toute la partie, tu as toute la gestion, en fin de compte, de l'entreprise, de la gestion financière jusqu'à à la gestion du personnel, à la gestion de la production, etc. Et moi, je pense que, encore une fois, ça c'est avec le recul et se connaître. Tu te connais toi-même. C'est-à-dire que au départ, moi, j'ai tendance à driver. Enfin, j'ai eu tendance à driver tout et être un petit peu. J'étais dans ma bulle et je suis resté entrepreneur. Je suis pas passé au stade de dirigeant d'entreprise parce que c'est différent d'être pur entrepreneur, avoir des idées, de driver, etc. et de gérer une société. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même. Et ça m'a. Enfin, je l'ai appris avec le temps, mais je l'ai appris un peu trop tard. Moi, je l'ai appris quand il fallait gérer 3 milliards de chiffre d'affaires et commencer à réfléchir comment faire grossir. Là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas les mêmes compétences. Et moi, je suis resté au truc de départ. Donc, ça, c'est vraiment l'une des grosses erreurs et des leçons que j'ai apprises. Et avec le recul, tu préfères quelle casquette, la casquette d'entrepreneur ou la casquette de gestionnaire d'entreprise? Ah, moi, je suis encore une fois, vu mon tempérament, moi, je suis plus fait pour être entrepreneur. Ok. En fait, à un moment donné, je me lasse parce que tu rentres dans une routine, tu rentres dans un cycle où, voilà, c'est pas les mêmes défis et, je préfère être entrepreneur. Et un jour, tu te dis, c'est comme tu disais, t'as beaucoup d'ambition, hein, t'as notamment donc un de tes grands rêves, hein, qui donc un jour de créer ton propre tête. Tu te dis bon, ça y est, j'ai fait le tour, j'ai atteint un cap comme, il y avait un plafond de verre aussi comme tu disais. Je vais vendre la boîte. Ouais. À ce moment-là, t'es le seul à prendre cette décision-là. Je veux dire, au niveau de l'actionnariat, est-ce que toi tout seul tu peux te dire je vais vendre la boîte, ou est-ce que d'abord tu dois consulter les autres et dire bon venez on va vendre. Alors, petit retour en arrière. Donc, on développe la boîte avec les associés mauriciens, qui à un moment donné, en fin de compte, on n'est plus aligné dans la manière dont on gère le business. Donc, en fait, on les rachète. Ça s'est très bien passé. On a racheté leur part. Donc, ça, déjà, ça prend du temps. C'était en 2016. On les rachète, etc. On continue, nous, à gérer. Arrive 2018, 2019. Et déjà là, il y a des personnes qui commencent à me contacter. Et puis, en 2020, il y a une sorte d'usure. Je ressens une sorte de... Je n'avais plus l'envie. Je ressentais plus l'envie. Comme on dit, j'avais plus faim. Ouais. Ok. Et puis je ressens donc ce fameux, je vois ce plafond de verre. Néanmoins, je fais quand même appel à je prends contact plutôt avec des fonds d'investissement pour réfléchir sur toujours développer l'entreprise. Mais je sais pas, je ressens, je n'ai pas le même feeling en fait que j'avais. Et puis arrive en fait le Covid. Et le Covid me fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai 41 ans en 2020. Je me dis, bon, ok, super, tout ça pourquoi? Quel est le sens? Enfin bref, les questions existentielles qu'on a, je pense, à cet âge-là. Et tout seul, oui, je prends la décision de vendre mes parts. Et je ressens cette envie de vouloir faire autre chose, et puis tu sais, pendant 13 ans, j'ai quasiment pas pris de vraies vacances. J'ai pris peut-être de vraies vacances 2 fois. 13 ans. En 2017 pour aller à un mariage d'un ami en France. Et je suis pas retourné en France donc avant 2017. Wow, ok. Les vacances, moi ma famille elle est à Maurice. Moi, je restais là. Donc, en fait, j'étais pris vraiment dans cette aventure entrepreneuriale. Et en fait, ça m'a bouffé de l'intérieur, en fait.
Et j'ai eu vraiment cette envie de vouloir changer quelque chose. Avant que je te pose quelques questions par rapport au process de vente d'entreprise, je veux savoir, tu disais que tu te posais des questions à ce moment-là, quand tu as 41 ans, sur le sens, donc j'imagine, tu disais le sens de tout ça, le sens de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé réponse à ces questions? Pas tout, non. Non, Il faut être humble, hein. Ouais, On trouve pas. On trouve pas, mais en tout cas, ça m'a permis de faire une pause et de me recentrer sur moi-même. Dire que pendant 13 ans, ma vie, c'était cette entreprise-là. Et le fait d'être parti tout seul, j'ai fait une sorte d'introspection et surtout, j'ai compris quelles sont mes priorités. Chose que j'avais pas forcément, puisque ma priorité avant, c'était la boîte. Je vivais, je travaillais pour la boîte. Est-ce que tu penses que tu es plus heureux maintenant que tu as vendu la boîte ou pas forcément? Ah, je suis plus heureux. Ouais. Ah oui. Donc pour revenir justement à ce principe de vendre une boîte, parce que je pense que ça, il y a peu de gens en tout cas peu d'entrepreneurs qui en parlent, même s'ils sont passés par cette phase-là. C'est que dans la vie d'entrepreneur, effectivement, peut arriver un moment où tu te dis, voilà, il faut vendre, donc on fait un exit qui permet donc d'avoir une somme donc relativement conséquente, je pense proportionnelle à ce que vaut le business qu'on a construit. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la valeur d'une boîte? Ok, il y a sûrement énormément de paramètres à prendre en compte, mais globalement, qu'est-ce qu'on doit savoir et comment on fait pour évaluer la valeur de son entreprise? Il y a plusieurs. Il y a plusieurs méthodes, mais dans ta question, il y a beaucoup de choses. Je vais pas trop rentrer je vais pas faire de cours de finance, mais il y a d'abord quelque chose que j'aimerais dire et qu'on ne dit pas assez à Madagascar. Quand tu crées une entreprise, donc tu la gères, ce n'est pas avec ça que tu vas créer de la valeur. C'est pas avec ton salaire que tu vas vivre de ta vie d'entrepreneur. Un entrepreneur, il a un projet, il l'amène à bien et il crée de la valeur, il crée de la richesse quand il la vend. Ça, on n'explique pas à Madagascar parce que souvent, c'est des entreprises familiales et je suis désolé de le dire, mais tout le monde vit un petit peu grâce à cette entreprise-là. Donc, si cette entreprise n'existe plus, la famille en général n'a plus de source de revenus. Bon, un entrepreneur, moi je prends le cas de ce qui se passe aux États-Unis, etc. Il crée sa boîte, même si sa famille l'a aidé, quand il vend sa boîte, l'argent c'est pour lui, il rembourse à la limite l'argent qu'on lui a donné aux gens qui lui ont prêté de l'argent. Mais la création de valeur, c'est pour lui. Bon, ça c'est très important. On ne crée pas une entreprise pas forcément pour en faire une entreprise familiale. Ça peut arriver, mais en général, on crée une start-up dans le digital, pour, à un moment donné, la vendre. Bon. Et moi, je me suis posé la question. Premièrement, qui me dit que mes enfants auront envie de reprendre ma boîte? Et est-ce que d'abord, j'ai envie que mes enfants reprennent ma boîte? Se taper des délestages, se taper des contrôles fiscaux, se taper des problèmes, je suis désolé du mot taper, pardon. Oui, non, mais... est-ce que j'ai envie de ça? Ça, c'est dingue. Est-ce que mes enfants vont forcément revenir à Madagascar? C'est quoi Madagascar dans 20, 30 ans? Est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'on aura toujours des problèmes d'eau? Est-ce que mes enfants auront envie? Est-ce que j'ai envie que mes enfants vivent ça? Bref, je me suis posé toutes ces questions. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? On va faire très simple. Je vends. Quand je vends, comment je valorise mon entreprise? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé deux méthodes. Principalement, il y a une troisième, mais bon, je vais passer sur la troisième. C'est soit ce qu'on appelle un multiple d'EBITDA et le discounted cash flow. Je ne sais pas comment on dit ça. Je ne sais pas non plus. En français, mais en gros, c'est le cash flow qu'on génère, que la société va potentiellement générer dans les 5 prochaines années. Il y a un taux qu'on va appliquer à ce cash flow-là et qui va permettre de valoriser l'entreprise. Je simplifie un petit peu. Bon. Donc, à partir de là, tu as déjà une base de négociation parce qu'on utilise quelque chose de rationnel, mathématique, et après, c'est de la discussion. Mais tout dépend, en fin de compte, de
toi, de ce que tu penses, elle vaut ton entreprise et l'acheteur. Parce que le fameux multiple d'EBITDA, Oui. il y a des standards. Tu peux aller sur Internet, tu regardes EBITDA multiple, et puis tu verras, en fonction du secteur d'activité, tu as ce multiple. Alors oui, parfois on l'utilise, mais il y a aussi une réalité après de l'entreprise et la réalité de l'acheteur et voilà. Oui, oui. Mais ça permet d'avoir une base de négociation. Par exemple, dans l'industrie dans laquelle tu étais, le multiple d'EBITDA, c'est quoi en moyenne sur le marché international 5, 6. 5-6 Ok, d'accord. 5, 6. Et donc, l'EBITDA, c'est une valeur qu'on calcule par rapport à une année, c'est ça? Tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. L'EBITDA, c'est Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'excédent brut d'exploitation dans la comptabilité entre guillemets française. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu gardais dans tes comptes depuis tout ce temps? Parce que tu savais qu'un jour, enfin, tu pensais que potentiellement un jour tu pouvais revendre. Est-ce que tu avais genre une Au début, non. Au début, non. Okay. Mais vers la fin, oui, bien évidemment. Après, c'est l'EBITDA, c'est une mesure de la performance de l'entreprise. La performance opérationnelle de l'entreprise. C'est important pour voir un petit peu quand tu fais, par exemple, quand ton EBITDA représente 30% de ton chiffre d'affaires, tu sais que ton entreprise, elle est, elle fonctionne. Elle tourne bien. Ouais. Parce que ton EBITDA, c'est avant les amortissements. Donc, tu sais à peu près déjà que le cash que tu as, parce que le cash, c'est sans il y a pas l'amortissement en fait compte voilà, donc tout ça te permet de donner une idée de la situation de ton entreprise. Quand vous tombez d'accord sur déjà, est-ce que les négociations elles sont dures, tu vois, ou est-ce que relativement vite tu dis un chiffre, tu dis bon allez Nirine, t'enlèves 6% par exemple, tu vois, tu dis ok puis c'est fini, ou est-ce que vraiment c'est relativement non, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est très important, ce que j'ai réalisé, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, parce que c'est la seule fois que j'ai vendu, que j'ai eu cette expérience de vente d'entreprise. Donc, en fait, ce qui a beaucoup aidé, c'est que on a commencé déjà. Il y avait déjà une première approche 3 ans avant, mais c'était juste des discussions. Donc, ça a permis tu sais, c'est d'abord dans les négociations, c'est d'abord des personnes, c'est 2 individus. Donc, il y a pour moi une chose qui est très importante quand tu négocies, quand tu as des relations humaines, en général, c'est la confiance. Tu te dis, est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Et vice versa. Et ça, cette confiance, tu l'établis avec le temps. Donc, même si avant, il y avait déjà des ébauches, la preuve, ça s'est pas fait avant, mais ça a permis, en fin de compte, d'avoir une discussion importante de confiance parce que, en fin de compte, tu vas donner ton bébé à quelqu'un d'autre. Et ton bébé, tu le confies à de rares personnes, sauf à des personnes de confiance. Parce que c'est là, voilà. Et ça, je pense que c'est ce qui a beaucoup joué. Et donc, quand, pour répondre à ta question, quand on est arrivé à un moment donné, c'est arrivé presque tout seul, naturellement, en fin de compte, il y a quasiment pas eu de négociation. Il y a eu une offre, contre-offre, et puis après on arrête et c'est bon. Ok, wow, excellent ça. Et bon, parce que ce qui est intéressant aussi, je trouve dans ton histoire, c'est que tu étais dans le monde du salariat, tu deviens entrepreneur, et ensuite, une fois que donc cette aventure-là s'arrête, que tu vends la boîte, tu décides, comme tu disais tout à l'heure, d'aller à la London Business School. Donc, de reprendre, je sais pas si à ce stade-là, on appelle ça des études ou s'il y a d'autres termes, mais on va dire, tu reprends tes études et tu reviens dans le salariat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc, là, cette période entre le moment où la vente se fait, où tu vas étudier et où tu décides de revenir à Mada pour travailler, donc, dans la boîte dans laquelle tu es aujourd'hui, dans le fonds d'investissement Moose? Ce qui est très important, c'est que, je reviens encore pour que tu comprennes un petit peu le débouché. Donc, j'ai cette envie donc de vraiment changer de vie. Et dans ce cheminement, je me dis, OK, je cède mon entreprise, mais en même temps, je sais pas
ce que je veux faire. Donc, je veux prendre le temps. J'ai envie de vraiment faire un break par rapport à Mada, etc. Je vais reprendre mes études. Je vais voir un peu autre chose, etc. Donc, je trouve cette formation à LBS qui s'appelle le Sloan Programme, qui existait déjà, qui a été créé d'abord à MIT aux États-Unis et à Stanford et à LBS. Bon, j'ai regardé toutes les options, mais contexte, on est en 2020 en plein Covid. Il y a une élection aux États-Unis. Moi, c'est vrai que je voulais aller aux États-Unis, mais il y a une élection qui allait se passer, plus le Covid, etc. Et je sais pas, les États-Unis, ça m'a, même si à MIT, je trouvais ça super sympa, je me suis dit, non, en fait, je vais aller en Angleterre. J'ai jamais été en Angleterre, j'ai jamais étudié en Angleterre. Je vais postuler pour LBS. Et en fin de compte, la manière, en plus, les échanges, comment ça se passait, j'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai eus avec le staff de LBS. Donc, je postule. Entre-temps, lorsque je postule, on finalise la vente, parce que ça se fait, tout ça, voilà, c'est le fameux temps. Oui. Et en 2022, j'ai la réponse définitive d'LBS qui me dit je suis admis et je pars à Londres. Je me retrouve en janvier 2023 à Londres, assis dans une salle de classe, salle de conférence avec 50 personnes qui ont le même âge que moi, 42 ans de moyenne d'âge. Beaucoup sont venus avec femmes et enfants. Et ce qui est extraordinaire, Axel, c'est que à ce moment-là, on fait connaissance. Ils n'ont même pas, j'avais même pas besoin d'expliquer pourquoi je suis là. Ils comprennent en une phrase pourquoi je suis là. Quand je dis, voilà, je suis malgache, j'étais entrepreneur et j'ai vendu ma boîte, dit, OK, on sait pourquoi tu es là. Wow. Et jamais à Londres, j'ai eu besoin de me justifier pourquoi parce que j'avais pas cette coupe de cheveux, pourquoi j'avais cette crise de, jamais. Les gens, en fin de compte, dès qu'ils m'écoutaient, ils comprenaient ma démarche. Et ça, je trouvais ça, mais vraiment, c'était presque, je vais te dire, c'était presque thérapeutique. C'est mon séjour à Londres. Et c'est pour ça que c'était pas pour le diplôme, c'était pas pour les études, mais en fin de compte, voilà, c'était comme une bouffée d'oxygène. Je me retrouvais dans un contexte cosmopolite. Je me retrouvais dans une grande ville. Je voyais un peu autre chose. J'écoutais des professeurs, mais brillantissimes, des élèves brillantissimes. Moi qui suis pas forcément brillant. Wow. Tu vois? Et là, au bout de quelques temps, je me dis, bon, OK, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que je vais pas être étudiant éternellement. Oui, c'est ça. Et j'avais une prof qui pour moi qui m'a vraiment aidé, notre prof de leadership. Elle disait, voilà, elle donnait plusieurs exercices à faire. Et moi, il y a un truc que j'avais, voilà. D'abord, j'ai pas raté un seul cours. Je disais à mes enfants, et j'étais en retard une fois où on avait un truc de groupe et on s'est couché à 4 heures du matin. J'étais fatigué et j'ai raté 1 heure. Okay. Mais j'ai assisté à tous les cours. Et quand on me disait de faire un exercice, je le faisais. Et il y avait un exercice qu'on m'a dit de faire qui s'appelle les Dormant Ties. Elle a dit, voilà, c'est important dans votre cheminement de quête de ce que vous voulez faire, de parler à des gens. Il faut que vous parlez à des gens. Et d'abord, ça va vous développer votre network, votre réseau, mais même pour vous, c'est bien d'avoir l'input d'autres personnes. Donc, ayez une liste de 3 personnes que vous connaissez, mais à qui vous n'avez pas parlé au moins depuis 5 ans. D'accord? Donc, des gens que vous avez connus, mais à qui vous n'avez pas parlé depuis 5 ans, et parler de votre projet, parler de l'industrie peut-être dans laquelle ils sont, peut-être ça va vous donner un intérêt, etc., etc. Et j'avais 3 noms. Donc, j'ai commencé à contacter premier nom, deuxième nom. Et entre-temps, je vais à une conférence de quelqu'un qui montait ce qu'on appelle un VC fund, un venture capital fund. Donc, lui finançait plutôt des startups. Donc, il allait raconter son histoire de comment, donc, de son projet, etc., comment il est arrivé à ça, etc.
Et la conférence était superbe, j'ai vraiment adoré. Et souvent à LBS, quand c'est intéressant, tout le monde fait la queue pour pouvoir parler. Pour pouvoir créer la connexion, etc. Et moi, j'étais le dernier parce qu'il y avait du monde. Et je salue la personne. Je m'introduis, enfin, je me présente, pardon. Et là, il commence à écouter mon accent. Il me dit, mais Nirin, where are you from? Je dis, je viens de Madagascar. Et il me dit, mon mentor, je vais pas te dire de nom parce que mon mentor est un malgache, etc. Et on était ensemble. Il faut que tu le contactes. J'ai dit, mais il est dans ma liste de... C'était le troisième? C'était le troisième. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Je dis, mais je dois le contacter. Mais il dit, mais non. Tu vas le contacter dès cette semaine. Je dis, oui, il est dans ma liste, etc. Parle-lui par rapport à... Moi, j'avais pas forcément de projet, mais bon, j'appelle mes parents, je dis, donnez-moi le numéro de la personne. Les parents me l'envoient tout de suite. Mais tout ça s'est fait en 24 heures. J'envoie un message sur WhatsApp à la personne. Donc, je crois que c'était un mercredi. Elle me dit, samedi matin, si tu dors pas, appelle-moi à telle heure, parce que je suis en Europe actuellement, parce qu'il vit aux États-Unis. Écoute, Axel, on a parlé pendant 3 heures et ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas parlé, que je l'avais pas vu. Et là, il me dit, mais Nirin, tu as monté une entreprise, tu l'as fait grandir, tu as vendu, tu es à Londres, pourquoi tu fais pas du private equity? Je dis, mais attends, mais le private equity, parce que le private equity, c'est hyper concurrentiel. Même un fonds qui gère 2 milliards de dollars, ils sont que 200 personnes. Oui. Ah oui, non, mais c'est un petit monde. Oui, ok. Ouais. Tu vois, une boîte qui fait 2 milliards de dollars normal, elle emploie 10 000 personnes dans un fonds, ils sont à peine, franchement, 200. Voilà. Et je me suis dit, mais attends, mais ça va être compliqué. En plus, je sais pas le vrai background, enfin le vrai parcours des gens qui travaillent dans le private equity. Souvent, ils ont soit travaillé dans le consulting, mais la voie royale, c'est le investment banking. Travailler chez Rothschild, chez Lazard, chez Goldman Sachs, etc. Et à LBS, t'as un tiers des gens, des étudiants qui ont travaillé chez McKinsey, chez Boston Consulting Group, et certains ont fait des stages chez Goldman Sachs à Londres, etc. Là, je me suis dit, attends, mais moi, j'aurais jamais il m'a dit, on s'en fiche, toi, tu as l'expérience, etc. Mais il m'a donné et puis il a le mindset américain, quoi, etc. Et je l'écoute, je me suis mis à y croire. Je vais travailler dans le private equity. Donc, j'ai commencé à suivre des cours de private equity, de finance. J'ai commencé à intégrer le private equity club du London Business School. J'allais à l'achat, bref. Et à un moment donné, on me contacte. Il y a un fonds basé à Maurice. Une personne qui me dit, écoute, j'ai appris par telle personne que tu es à Londres et que tu es intéressé par le private equity. Est-ce que tu es d'accord pour juste avoir une conversation? Pas de souci. Première conversation. Ils viennent me voir à Londres. Il vient carrément te voir, quoi. Là, tu vois que c'est sérieux. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, j'accepte, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré Insight Capital Partners en janvier 2024. Après, donc, la fin de mes études qui sont terminées en décembre 2023. Ok. Voilà. Et donc, peut-être pour se diriger un peu vers la fin de notre discussion, concrètement, qu'est-ce que tu y fais? Enfin, quelle est l'ambition d'Inside à Madagascar? Alors, Insight, donc, c'est un fonds d'investissement. Nous faisons du capital investissement, principalement ce qu'on appelle du growth capital, c'est-à-dire qu'on investit auprès d'entrepreneurs qui ont des projets de développement. Donc, on accompagne des entrepreneurs. Nous, on opère principalement dans la région de l'Afrique du Sud-Est, c'est-à-dire Maurice, Madagascar, Mozambique, Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe. Voilà. Donc, c'est cette région qui nous intéresse principalement et on accompagne des PME, d'accord, dans leurs projets de développement
on a des tickets qui vont de 2 millions à 10 millions de dollars. On est intéressé par tous les secteurs d'activité, à part peut-être l'immobilier pur. Mais sinon, on est ce qu'on appelle industry agnostic. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préférence dans le choix des secteurs d'activité. Et voilà, donc principalement, notre métier, voilà, c'est d'accompagner des entrepreneurs dans leurs projets de développement. Et dans ta mission à Madagascar, comment ça se passe? Alors, on a des bureaux principalement aujourd'hui, excuse-moi, c'est important. On a des bureaux principalement à Maurice, à Madagascar et en Zambie. Dans les années à venir, sûrement en Tanzanie et au Mozambique. Et donc, moi, je suis chargé donc de développer le portefeuille d'Inside à Madagascar. Inside a été créé en 2017, donc le premier fonds date de 2017. Ce premier fonds-là, nous avons 6 entreprises dans le portefeuille, 3 en Zambie, 2 à Maurice et 1 à Madagascar. Là, nous sommes en train de lever le deuxième fonds qui va être à peu près, dont l'objectif sera de lever à peu près 100 millions de dollars et 35% de ce montant-là sera alloué à Madagascar. Donc moi, mon objectif, c'est donc d'identifier et de développer voilà ce portefeuille sur Madagascar. Et de ce que tu vois, toi, à Madagascar aujourd'hui, c'est quoi un peu les secteurs d'activité, on va dire, dans lesquels tu sens que il y a quand même un vrai potentiel et qui, toi, peut-être, te parle un peu plus, mais encore une fois, c'est vrai que vous avez pas, il n'y a pas d'industrie spécifique dans laquelle vous souhaitez investir, mais en tout cas, de ce que tu vois, des discussions que tu as avec les entrepreneurs qui, justement, auraient besoin, donc, de ces montants d'investissement, donc, entre 2 et 10 millions de dollars. On est dans quel type, de business? Moi, je vois aujourd'hui, 2 secteurs d'activité où vraiment Madagascar allez, on va dire 3, où il y a vraiment un potentiel. Et aussi très important chez Insight, c'est l'impact, parce que nous faisons de l'impact investing, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est on a des investisseurs qui nous confient leur argent, nous avons une obligation de résultat, c'est d'avoir un retour sur investissement, mais également d'avoir un impact. Donc, pour moi, il y a 3 secteurs d'activité, 3 ou 4 secteurs d'activité où il y a un vrai potentiel. Un, c'est l'agribusiness. Il y a un vrai potentiel et Madagascar a tous les atouts pour être vraiment enfin, en tout cas, les entreprises peuvent se développer dans ce secteur d'activité-là. Le deuxième secteur d'activité, c'est tout ce qui est un petit peu, moi j'appelle ça le light manufacturing, donc l'industrie légère, tout ce qui est un peu ce que j'ai fait dans mon précédente entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est économie circulaire, substitution aux importations, sans rentrer vraiment dans l'industrie lourde, mais voilà, ce light manufacturing. Ensuite, 3 et 4, troisième secteur d'activité où je vois un potentiel, c'est l'éducation. Et en plus, tu peux avoir un impact. Et puis la santé. Voilà. Oh, ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu arrives à trouver ces structures qui ont besoin de ce type d'investissement, parce que je pense aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui lancent des startups et tout ça, mais je sais pas si je voudrais pas me prononcer de manière définitive, mais je me demande si eux sont en capacité d'absorber ce genre de montant-là. Bon, éventuellement, non, c'est vrai que j'ai du mal en fait à identifier des entreprises. Est-ce que toi, tu as du mal à trouver ces entreprises-là qui ont besoin de ce genre de montant, ou au final, bon, c'est assez simple. Tous les jours, il y a trois boîtes qui viennent toquer à ta porte. Alors, comme tout le monde, je pense, quand on dit ce genre de montant, on se dit waouh, 2 millions de dollars, ça fait aujourd'hui presque 8 milliards. Ouais, je pense. Ouais. Allez, 9 milliards. Ouais, 9 milliards d'arrière. Ouais. Et 10 millions de dollars, donc c'est à peu près 45, ouais. 9 milliards à 45 milliards d'arrière. Ouais. C'est vrai que tu te dis, visiblement,
ça va être compliqué. Il y a pas. Mais ne te limite pas à ce que te montrent tes yeux. Ouais. Et en fait, non, parce que notre métier, c'est pas d'identifier les entreprises, c'est d'identifier des projets. Et nous, enfin, moi, en tout cas, ma philosophie, d'abord, c'est je regarde l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a envie et il est capable ou pas? Est-ce qu'il a un projet ou pas? Après, tout est une question de structurer le deal. Et c'est ça. Nous, on investit dans une entreprise et auprès d'un entrepreneur, ça, je l'ai bien mentionné, qui a un projet. Donc, c'est vrai, par contre, qu'on n'investit pas dans une start-up, mais on investit dans des entreprises qui ont déjà une certaine année d'existence, qui ont un business plan qui est prouvé et qui ont envie de scale up, d'aller monter en échelle. Et là, oui, il y a des entreprises existantes. Alors, elles font pas 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais elles ont des projets à 2 millions de dollars que la banque par exemple, ne veut pas financer pour des raisons. Et c'est là où nous, on rentre. Nous, on n'est pas en concurrence. Et même entre fonds d'investissement ici à Madagascar, on dit souvent, nous, on n'est pas en concurrence. On apporte chacun à son savoir-faire et on n'est pas en concurrence non plus avec les banques. C'est pas les mêmes métiers. Donc, il y a aujourd'hui, moi, je peux te dire qu'il y a des entreprises qui ont des projets dans les tickets que je t'ai mentionnés. Ok, super intéressant. Alors, pour finir cette discussion, je voulais peut-être te donner l'opportunité de faire passer un message à notre audience qui a généralement entre 18 et 35 ans. Un message qui te tient à cœur, que tu souhaites partager, peu importe le fond. Alors, écoute, tu me prends un peu au dépourvu, mais moi, le message très simple que je dirais à ceux qui nous regardent ou nous écoutent, c'est le message que j'ai dit dès le départ, lors de ta première question, c'est il faut identifier qui on est déjà, chercher constamment et accepter de se connaître et surtout de faire ce qu'on a envie. Je crois que parce que la vie est tellement courte. Quand je parle comme ça, c'est terrible. Je me dis, je suis vieux. Moi, j'accepte pas d'être à un certain âge. J'ai 45 ans, mais moi, quand je me regarde, je me dis, moi, je suis encore jeune. Mais en fait, je me rends compte que à 45 ans, on prend conscience d'une chose. En fin de compte, c'est que la vie a une fin. La vie a une fin. Et on le prend vraiment conscience, en fait. Et ça, c'est quand on a, heureusement d'ailleurs, quand on a 25, 35 ans, on prend pas conscience de ça. Et tant mieux. Mais néanmoins, le message que je veux faire passer, c'est la vie, le temps passe vite et il faut se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel d'abord, c'est soi-même. On oublie souvent que dans la vie, je dois m'occuper de mon entreprise, je dois m'occuper de ma famille. Mais quand est-ce que tu t'occupes de toi? Quand est-ce que tu t'occupes de toi? Et ça, c'est hyper important. Donc, prenez le temps de vous occuper de vous. Prenez le temps de faire ce que vous aimez et prenez le temps de vivre. Super. Franchement, Biniamine, merci beaucoup pour ce super partage, pour nous avoir partagé tes ressentis, ton expérience, des leçons que tu as pu apprendre de la vie. Donc franchement, j'espère que tu pourras, quand ce sera le right time, concrétiser un de tes grands rêves, qui est donc d'avoir cet hôtel au bord de la plage. Et tu seras parmi les premiers invités. Merci beaucoup. Et vraiment, beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends au niveau pro, au niveau perso. Merci beaucoup, Axel, et puis merci à toute l'équipe. J'espère que j'étais assez clair dans ce que j'ai dit, mais en tout cas, merci de m'avoir invité et puis de m'avoir donné cette opportunité, de partager un petit peu, toutes ces aventures que j'ai vécues. Merci beaucoup.